La première chose que je vais faire, c'est donner des précisions, corriger un ou deux petits points et en même temps faire un récapitulatif sur le gros théorème que j'ai démontré qui va s'étaler sur plusieurs tableaux. Alors les données, c'est on est dans un espace de Banach. Bon, ok. On a dedans un cône convexe fermé, non trivial, c'est-à-dire que K n'est pas réduit à 0, donc de sommet 0, et n'est pas l'espace tout entier. Et en fait, je vais même faire l'hypothèse suivante, qui est K intersecté avec moins K, ça je pense l'avoir complètement oublié, est réduite à 0. Donc si on pense que c'est le cône des fonctions positives, c'est ça qui est troublant, c'est que si on pense que K est le cône des fonctions positives, une fonction qui est à la fois positive et négative est bien nulle. Ok, alors quand K a un intérieur non vide, l'intérieur de K intersecté avec moins l'intérieur de K, qui est aussi l'intérieur de moins K, c'est automatiquement 0, parce que effectivement, dès que vous avez un point et un autre point qui sont dans le cône, si ça c'est dans l'intérieur, il y a une petite boule qui est dans le cône, si X est dans l'intérieur de K, et donc par convexité, bien au milieu, autour de 0, vous avez la boule de rayon moitié. Et si vous avez dans un cône une petite boule, parce que c'est un cône, vous pouvez multiplier comme vous voulez les vecteurs, et donc le cône est l'espace tout entier. Bon, donc, mais stricto sensu, ça c'est des hypothèses sur la géométrie de la chose. Je serai amené dans un instant à définir un autre cône. On a ensuite une application qui va de K dans K, qui est positivement homogène de degré 1. Donc pas nécessairement linéaire. Et continue. Donc ça, tout ça sont les données du problème. Bien. Alors, premier cas, et puis je vais essayer de... L'intérieur de K est non vide. Donc, à ce moment-là, on peut comparer tous les éléments de l'intérieur de K entre eux, etc., etc. Alors, il y a une première hypothèse qui est de dire que si vous avez une suite croissante qui est donnée par xn plus 1 égale lambda txn plus un certain f, là-dedans, f appartient à l'intérieur de K, xn appartient à l'intérieur de K, et là, on va dire que t, excusez-moi, envoie k moins 0 dans l'intérieur de K, une sorte de principe du maximum fort. Dès qu'on inverse l'équation, l'opérateur t, c'est l'inverse de l'opérateur dans une équation, éventuellement non linéaire, positivement homogène de degré 1. Dès qu'on inverse une donnée qui est positive ou nulle, non identiquement nulle, alors le résultat est strictement positif. C'est ce que cela veut dire. Donc xn plus 1 égale lambda txn, la suite xn est croissante et inférieure à un certain y, qui est d'ailleurs automatiquement dans l'intérieur de K. Donc chaque fois que vous avez ça, c'est de dire que ça entraîne que xn converge automatiquement dans K, puisque K est fermé. L'ai-je dit? Oui. Ou H2, à savoir que T est compact. Bon, donc ça, je vais expliquer
plus tard pourquoi l'hypothèse de compacité croissante. Alors, bon, ça, et on le gardera dans le deuxième cas qui viendra dans un instant, ça présente l'énorme avantage d'être automatique si on travaille, disons, dans un espace comme L2 ou LP. Dès qu'il y a convergence croissante et qu'on est dominé par quelque chose, ben, automatiquement, il y a convergence dans l'espace. Alors, c'est pratique, mais malheureusement, quand on a un intérieur non vide, c'est pas très bon, parce que pour avoir l'intérieur non vide, on n'est pas dans des espaces LP. Il faut pouvoir éliminer le cône des fonctions positives dans L2, il est d'intérieur vide, parce qu'on peut très facilement faire une petite bosse L2 qui est négative, et on est aussi près que l'on veut d'une fonction même strictement positive. Mais néanmoins, je garde cette hypothèse-là, car j'aurai la même dans un instant sur un cas qui est un peu différent. Cela permet de ceci, on déduit que, en fait, l'identité moins lambda t est moins 1 existe et continue, etc., sur K. Pour tout lambda qui est plus petit qu'un certain lambda 1, qu'on peut d'ailleurs identifier par une formule que je ne vais pas rappeler, qui est un F, etc. Mes trois petits points confèrent le cours où j'ai développé de K dans K. Et en fait de K moins 0 dans K à l'intérieur de K. OK, donc ça c'est la première conclusion. Et puis, quand on veut faire tendre lambda vers lambda 1 pour récupérer une solution, on a, donc celle-là je vais l'appeler H1'. C'est plutôt celle-là que je vais appeler H1', et H1 ça sera compact. Et maintenant, je fais une deuxième hypothèse, H2', et je mets tout de suite ou H1. C'est-à-dire, si vous faites H1, il n'y a pas besoin des autres hypothèses. Donc, H2' est une hypothèse, est une comment dire, est une condition légèrement différente qui consiste à dire que je le fais vers un lambda 1, mais je suis typiquement dans une situation où j'ai x lambda moins lambda tx lambda est égal à epsilon lambda, où lambda converge vers un certain lambda 1, peu importe. Epsilon lambda est dans K et tend vers 0. Quand lambda tend vers lambda 1, x lambda est borné. Et en fait, on peut aussi rajouter l'information que x lambda est dominé. Bien, c'est dire à ce moment-là que x lambda converge. Donc évidemment, la compacité donne trivialement cette propriété, parce que si x lambda est borné, tx lambda est compact et epsilon lambda tend vers 0. Donc x lambda est compact. Quand je dis x lambda, non, je devrais dire x lambda est compact. Bien. Alors, la conclusion de ce premier cas, qui est une généralisation du théorème de Kreiner-Hutman, théorème Frobenius pour les matrices, si vous voulez, à part que pour les matrices, il n'y a rien de nouveau là-dedans, puisque là, je travaille sur le fait qu'on est en dimension infinie. Alors, il existe un unique couple lambda 1, x1,
L'unicité pour x1, c'est à une constante multiplicative près pour x1. Tel que x1 soit lambda 1 tx1 avec x1 dans l'intérieur de K. Alors quand je dis l'unicité, c'est-à-dire que c'est dire que lambda 1 est le seul réel positif tel que x égale lambda tx admette une solution strictement positive. OK ? Donc lambda 1 est caractérisé comme ça. Il n'y a pas d'autre sorte de valeur propre généralisée qui correspondent à une fonction propre positive. Et ensuite, si je prends deux solutions pour lambda 1, elles sont automatiquement multiples l'une de l'autre. Donc c'est la simplicité de la fonction propre. Bien. Alors, comme je l'avais indiqué, ces hypothèses de compacité sont ce qu'elles sont, mais elles sont assez générales. En revanche, la condition d'ouverture est beaucoup plus embêtante. Et donc, le deuxième cas que j'avais commencé à réfléchir et sur lequel je veux un tout petit peu revenir aujourd'hui, c'est de laisser tomber cette hypothèse en remplaçant l'hypothèse d'intérieur non vide par une autre hypothèse. Donc ça, c'est H3. Où je vais dire qu'il existe un x0 qui est dans K-0, tel que Tx0 soit majoré, et il existe un C0 positif, d'ailleurs strictement positif, tel que Tx0 soit inférieur à C0x0. Donc toujours T envoie de K dans K et envoie K-0 dans K-0. Donc il n'y a plus d'intérieur, là, c'est fini. Donc ça, c'est de toute façon, ça c'est pas une hypothèse qui peut être mauvaise, parce que si on conclut à l'existence d'une fonction propre, on aura automatiquement cette inégalité. Donc, si on veut qu'il y ait une fonction propre, il faut bien que cette hypothèse soit vérifiée. Et on travaille à ce moment-là dans K0, qui est l'ensemble des x dans K, positif ou nul, mais des x tels qu'il existe une constante a qui bien sûr dépend de x, telle que x soit inférieur à x0. On se restreint à ce sous-code. Alors, si vous remplacez l'intérieur de K par K0, on a exactement le même résultat qu'auparavant, mêmes hypothèses et résultats, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, dans K0, en remplaçant l'intérieur de K par K0. À un chouïa près, sauf l'unicité de x1. Là, on a bien, pour les résolvantes avant lambda 1, il y a bien l'unicité, parce qu'il y a un peu de marge pour ces résolvantes-là. Donc ça, on a la même conclusion. On fait soit une hypothèse de compacité, soit une hypothèse de convergence croissante. Donc ça passe bien. L'existence va bien passer. Je l'ai essentiellement expliqué la semaine dernière. Je vais compléter néanmoins un petit point que j'avais laissé en suspens. Mais l'unicité de x1, et donc quand il existe un unique lambda 1 x1, ça j'aurais dû préciser que c'est dans 0 l'infini, croît k.
De toute façon, comme on travaille que dans K0, on n'a aucune information sur tous les éléments qui seraient dans K et pas dans K0. Donc déjà, on est très mal barré pour l'unicité. Là, l'unicité, pourquoi elle était vraie? C'est qu'on disait que lorsque c'était le petit lemme géométrique évident, fondamental, c'est que lorsqu'on prend deux trucs qui sont à l'intérieur de K, on peut toujours les comparer. Maintenant, on ne peut plus. Pensez à L2, parce que ça, en revanche, c'est un cadre qu'on peut faire marcher dans L2. Il n'y a plus besoin d'intérieur. Et donc, il suffit de trouver une sorte de sous-solution pour une certaine constante de... Et il suffit de trouver une solution pour une certaine constante, une sous-solution, enfin, un objet comme ceci, et après, on peut tout à fait travailler dans L2. Auquel cas, d'ailleurs, vous voyez que la première hypothèse, comme je vous l'ai déjà dit, on est dominé par quelque chose dans L2, on est croissant, c'est automatique. En revanche, il y a dans la deuxième hypothèse, celle qui est ici, il y a une analyse des pseudo-solutions, des solutions approchées, qu'il faut faire. Si on a la capacité, il n'y a rien à faire. Il y a quand même également un petit bémol là. C'est sauf l'unicité de x1. Et il faut supposer pour l'existence de x1 que lambda 1 est fini. Parce qu'il peut se faire, je vais donner un exemple dans un instant, que ce problème de résolvante, on puisse le résoudre pour tout lambda, même avec un opérateur compact. Alors, pas mal de choses à dire là-dessus. Donc d'abord, un complément de démonstration. Et puis, comment on vérifie que ce lambda 1 est fini? Alors, ça, c'est cette idée de travailler dans K0, là, est une idée qui est extrêmement commode. Parce que, grosso modo, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler dans des espaces faibles, style L2, LP. Bien sûr, il faudra construire un truc comme ça, mais enfin, bon... S'il existe une fonction propre, ça doit être vrai. Et que donc on sait tout de suite, dès qu'on a cet objet-là et dès qu'on sait que lambda 1 est fini, on sait tout de suite qu'il y a un objet lambda 1 donné par une certaine formule qui est tel que j'ai une suite de solutions approchées au problème de fonction propre. Et donc, ce que je dois vérifier, c'est travailler avec une suite bornée, même dominée dans L2 ou dans LP, qui vérifie presque l'équation aux valeurs propres. Si j'arrive à démontrer d'une manière ou d'une autre qu'elle converge, c'est fini. Voilà, donc c'est, pour ceux qui connaissent un peu la théorie des points critiques, c'est un peu analogue à part que la théorie des points critiques est variationnelle, c'est vraiment de dire que pour construire des points critiques, il faut que la condition de Palais-Smell soit vérifiée, c'est-à-dire que l'énergie tende vers la valeur qu'on s'intéresse et qu'on ait une suite de presque points critiques. Et il faut que ça soit compact. Bon. Eh bien, ça, c'est la même chose. Ici, on a l'analogue, qui est un analogue général, modulo quelques petites hypothèses. Il n'y a pas de structure variationnelle, et c'est un point critique un peu particulier, il est très 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 spécifique. En revanche, donc ça va être très commode pour l'existence ou pour essayer d'analyser l'existence. En revanche, on n'a plus rien pour l'unicité, donc il faudra inventer autre chose.
Alors, je parlerai de la stratégie un peu générale pour l'unicité dans un instant. L'unicité en ayant des choses qui ne sont pas nécessairement comparables, parce que ça, fondamentalement, dire qu'on est dans K0, c'est de rétablir l'idée que tous les objets qu'on manipule sont comparables entre eux. Bon, je dis ça, pourquoi parce que, grosso modo, pensez que f, c'est du x0, eh bien, vous voyez que les x ici ils sont plus grands que x0, et puis ils sont bien entendu majorés par une constante fois x0, puisqu'ils sont majorés par un y qui est dans k, ou dans l'intérieur de k, et ça devient k0. Donc ils sont majorés eux-mêmes par a fois x0. Donc ils sont vraiment tous comparables entre eux. Bien. Alors, oui, le complément, c'est de dire... Il y a une petite difficulté là-dedans. C'est dans H1', je dis xn converge, donc il converge vers quoi? Vers quelque chose qui est fermé, qui est dans... voilà. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que xn converge. Je regarde sa limite. Et auparavant, sa limite, elle était automatiquement dans K, parce que K est un cône fermé. Attention, K0 n'est pas nécessairement fermé. Ça, je vais l'expliquer dans un instant. Mais dans l'hypothèse, les xn sont dans K0, ils sont dominés par un y qui est dans K0, donc la limite est dominée par y, et donc ça reste dans K0. Donc appartient à K0. Bon, alors pourquoi c'est vrai ça? Pourquoi c'est pas nécessairement fermé? Donc il faut quand même faire un peu attention à ce qu'on raconte là. Hein. Et donc là, on a aussi le même genre de remarques sur H2'. Donc c'est trivial parce qu'on a une domination. Mais il fallait faire un tout petit peu attention parce que le cône n'est plus fermé. Non seulement il n'est plus d'intérieur vide, mais le cône dans lequel on travaille, il est plus fermé. Donc il faut faire un peu gaffe. Alors pourquoi il n'est pas fermé? On prend L2, disons, sur 0 ou 1, peu importe. Mon K, c'est l'ensemble des F dans L2, des U dans L2, tel que U soit positif ou nul presque partout. D'accord? Donc ça n'a pas de souci. Et pour mon U0, ça c'est mon X, U0 c'est mon X0, je prends 1. K0, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les fonctions. Et donc vous voyez, l'hypothèse est particulièrement facile à vérifier. Il suffit de... cette hypothèse, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut simplement dire que T de 1 est borné. Et or, on a résolu une équation. En général, si on a une borne en second membre, on a au moins là, une borne pour la solution. Donc ça, c'est assez facile à vérifier. Mais ce que je veux dire, c'est que K0, c'est K inter à l'infini. Ce sont toutes les fonctions qui sont bornées. Ça, c'est dense dans K et c'est pas fermé. Donc c'est très pratique. Vous voyez que d'habitude, avec des arguments de compacité, Krein-Rootman, on privilégie beaucoup la structure, la compacité, la convergence, la topologie de l'espace.
Là, on a changé, on privilégie l'ordre. Hein, on dit il faut vraiment comparer les choses, à tel point qu'on oublie la fermeture, ce qui paraît une hérésie pour construire des solutions qui sont toujours construites par un processus limite. Mais grâce à l'ordre, on arrive à contrôler les choses. Bien, donc ça, c'est un petit exemple qui montre. Bon, alors là, il n'y a pas de souci pour l'existence. Donc ça, c'est ça, le théorème que j'ai démontré jusqu'à présent. Bon, alors là, ces relations de domination permettent de vérifier qu'on reste dans K0 lorsqu'on a la domination. Mais j'ai un OU. J'ai OU H1 T compact. Donc, si on a les hypothèses avec domination, c'est-à-dire l'analogue de H1', H2'. Mais quid du cas où T est compact? Parce que là, on est en train de mélanger les genres. Hein. On est à la compacité, là, on est revenu à la géométrie de l'espace. Alors, si T est compact, on peut quand même rétablir les choses. On peut démontrer que la limite est dans K0. Alors, on va démontrer ça. Donc, le complément, c'est ça. Ça, j'avais complètement oublié de l'expliquer la semaine dernière. Tout le reste, je l'avais fait. Je pense que je n'avais été pas aussi clair que ça sur l'unicité. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas d'unicité de X1. Enfin, on ne connaît pas d'unicité de X1. Et puis, il faut que je pense que j'avais oublié aussi de parler de lambda 1 qui doit être fini. Alors, donc, on va prendre le H1' et on va dire xn plus 1 égale lambda txn plus f. D'ailleurs, f, en fait, grosso modo, pensez ouais, allez, f donc à 0. Je sais que les xn sont inférieurs à a fois x0, c'est inférieur à un y, et je sais que les xn convergent. OK. Première chose, est-ce que xn est borné? Alors, on raisonne par l'absurde. Si xnk en norme tend en k vers l'infini, je regarde xn, chapeau n, qui est xn sur norme de xn, et bien entendu, je sais que x chapeau nk plus 1 est égal à lambda t x chapeau nk, ça c'est l'homogénéité, plus f divisé par xnk, c'est-à-dire un truc qui tend vers 0. Si je suppose que c'est compact, que T est compact, ça veut dire que ça c'est compact, et ça veut donc dire que x chapeau nk plus 1 converge OK. Converge, c'est pas tout à fait exact ce que je veux dire.
je ne sais plus comment je veux m'y prendre, que x chapeau nk plus 1 converge, parce que sinon l'équation que j'ai écrite n'est pas correcte. Donc ça converge. J'ai un petit souci là. Je ne sais plus pourquoi. T compact. Xn converge. Donc le problème que j'ai. Donc si je fais ça, je divise par xnk, toute l'équation. T de x chapeau nk est compact. Okay. Donc ça, à une sous-suite près, ça converge. Donc ça veut dire que xnk plus 1 sur xnk converge. Alors, toujours une sous-suite près. OK. Ce qui veut dire d'ailleurs au passage que la norme de xnk plus 1 divisée par la norme de xnk converge. OK. Bon, alors, la difficulté, c'est que le fait que alors les xn convergent, les xn soient croissants, ça je m'en moque. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, je me demande s'il ne faut pas que je fasse avec le coup d'avant. Mais l'autre observation que je veux faire, c'est que x chapeau nk est inférieur à A sur la norme de x chapeau nk fois x0. Oui, c'est peut-être pas ça que je dois dire. Je vais dire que xn k plus 1 divisé par xn k en norme est majoré par A fois sur la norme de xnk x0. Et ça tend vers 0. Donc ça converge vers quelque chose que je vais noter z, qui, comme on est dans K, appartient à K. D'un autre côté, ça j'en ai pas besoin, ceci converge vers Z est dominé par quelque chose qui tend vers 0 fois x0, donc ça veut dire que z est négatif, et ça veut dire que moins z appartient à k. Donc z égale 0. Bien, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que xnk plus 1, que xnk plus 1 divisé par x chapeau nk tend vers 0. Ça tend vers 0. Ça veut donc dire que tx chapeau nk tend vers 0. Alors... ce qui est néanmoins possible, hein, parce que x chapeau nk est de norme 1. Donc ça, c'est vrai. La seule chose que je sache sur x chapeau nk, oui, alors si je regarde le coup d'avant, xnk
Pardon? Oui, mais t est non linéaire, je ne peux pas utiliser. Tu pourrais avoir la convergence faible de x chapeau nk vers 0. T est compact et ça tend vers 0. D'accord? Donc ça ne suffit pas. Mais j'ai l'impression d'oublier. Alors c'est vrai que j'ai. Hein? Ben, je ne sais pas pourquoi. Non, j'ai montré que xnk plus 1 divisé par xnk, j'ai appliqué le t. Oui, mais il peut tendre vers 0. Hein, c'est ça la difficulté. Non, je pense qu'il y a une vraie difficulté. Donc il y a quelque chose qui est vrai là-dedans, mais il faut que j'y réfléchisse un peu. Il faut que j'y réfléchisse un peu. Il y a quelque part, il faut dire que la convergence faible et la croissance, ce n'est pas compatible. Ce qui est vrai. Donc, dans tous les espaces, dans les espaces L2, etc., on n'a rien à démontrer. On aurait des équations, il n'y a rien à démontrer. Donc, écoutez, pour être plus prudent dans le cas compact, quand je dis compact, il faut assurer que la limite de ces suites est donc à 0. D'accord? Et je reviendrai vers vous en tirant ça au clair. Il me semblait quand même. Alors là, il n'y a pas de problème parce qu'on a x lambda et tx lambda. Donc ça, il n'y a rien à changer. C'est ici qu'il peut y avoir un problème pour assurer que la limite est dans K0 si on prend l'hypothèse compacte. Donc pour l'instant, et j'essaierai de me débarrasser de cette hypothèse, donc pour être assez spécifique, je sais que j'avais oublié, je me dis, bon, c'est évident, et puis je n'ai pas vérifié. Donc il faut en plus rajouter, il faut supposer, et que, et donc je mets ici, et dans le cas compact, il faut supposer que si xn plus 1 est égal à lambda txn plus f que lambda 1 est l'infini. Mêmes hypothèses et résultats, mais fondamentalement. Et dans le cas compact, il faut supposer le cas compact dans K0. Dans le cas compact, on suppose la compacité dans K0. Enfin, on suppose que les limites sont dans K0. Non seulement il y a une sous-suite qui converge, mais elle converge dans K0. Voilà. Je mets l'hypothèse, je ne suis pas convaincu qu'elle soit absolument nécessaire, ou en tout cas qu'on puisse la rendre beaucoup plus tractable. Alors c'est vrai qu'en pratique, je m'en fous complètement. Moi, je me suis lancé dans un résultat abstrait, mais en fait, j'avais démarré par faire cette construction dans un cas très très spécifique, dans L2. Donc K0, toutes les hypothèses de compacité étaient relativement simples, puisqu'on était dans L2. Alors, donc l'autre remarque que je veux faire, c'est lambda 1 fini. Alors, la démonstration que j'ai faite il y a quelque temps, qui consiste à dire que s'il existe, donc lambda 1 est fini, s'il existe un z dans K0, non nul, tel que, alors l'hypothèse sur x0, c'était x0 inférieur à c0 x0. Et là, c'est différent, c'est de dire s'il existe z et s'il existe C1, positif, tel que z soit inférieur à C1TZ. Et à ce moment-là, lambda est inférieur
AC1. Donc ça, on l'avait, ça marche pareil avec K0. On ne se sert pas du tout de l'ouverture pour faire ça. On se sert de la possibilité de faire des comparaisons, mais les comparaisons, on les a parce qu'on est dans K0. Donc tout se compare. Par définition même de K0. Alors, donc, ça veut dire s'il existe un réel tel qu'on ait une sous-solution positive d'une équation, et ça veut bien dire qu'on a dépassé la première valeur propre. Hein, c'est ça l'intuition qui est derrière. Et d'ailleurs, si je prends tous les z qui satisfont pour une certaine constante cette inégalité, que je prends la plus petite constante dans cette inégalité et que je prends le minimum sur tous les z, c'est lambda 1. Hein, c'est ce que je vous avais indiqué. Donc on a une formule pour lambda 1. Dans le cas où tout se passe bien, dans le cas où il existe une fonction propre, on a une formule, dans K0, on a une formule pour lambda 1. Bien. Alors, et j'insiste bien, une formule dans K0. Il faut faire un peu attention avec ces formules. Quand on est dans l'espace tout entier, il faudra faire un peu attention. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est si on prend un opérateur compact, est-ce qu'on a réellement besoin d'une hypothèse comme ceci? Eh bien, je vais vous donner un exemple qui montre que oui. Qu'autrement, on peut résoudre, les résolvantes sans s'arrêter, même si on a un opérateur compact. Alors, comme je vais prendre comme équation, comme opérateur AU, ça sera... Alors, il faut que les caractéristiques partent de manière positive, donc ça va être moins UX plus x2 fois u, opérateur de multiplication. Bon, on peut mettre un plus 1. Et on va travailler, par exemple, dans L2, on va voir, en tout cas, on travaille sur 0 l'infini. Bon, alors là, si vous voulez résoudre AU égale à F, ou d'ailleurs tout de suite AU moins lambda U égale à F, vous voyez que T c'est A-1. Hein. Il n'y a pas de condition aux limites parce que la caractéristique, hein, c'est moins UX, donc la caractéristique c'est x point égale 1, tout part à l'infini, on ne va pas au bord, on ne voit pas le bord. On ne voit pas 0. Et donc on va étudier cette équation-là, c'est-à-dire, et ce que je suis en train de dire, vous voyez que si je prenais A-1, ça c'est U moins lambda TU égale A-1 F. Ce n'est pas le même F, hein, mais bon. Et donc je pressens que si je prends un lambda positif quelconque, je peux résoudre cette équation. Si je peux résoudre cette équation, ça veut bien dire que lambda 1 est égal à plus infini. OK. Alors, on va résolvons cette équation. Moins ux plus x2 plus 1, on va faire le calcul. Après, je n'ai pas encore précisé dans quel espace on est trait. Bon, on va faire le calcul et on va voir. Hein. Égal x2 plus 1, donc ça fait x2 moins mu, puisque ça me fait 1 moins lambda. Donc 1 moins lambda, je peux toujours... Ce qui est intéressant, c'est de prendre un lambda qui soit même plus grand que 1. Ce qui est important, c'est de dire, pour des lambdas très grands, je peux continuer à résoudre. Donc x2 moins mu. U. Bien. Alors, méthode de variation des constantes. Ça fait d sur dx. 2e puissance moins x3 sur 3 plus mu x fois u.
Alors, que je ne me trompe pas dans les signes, ça me paraît correct, et ça c'est moins f, fois l'exponentielle. Ça me paraît même correct. Bien. Et donc j'intègre évidemment à partir de l'infini, puisque je vais à l'infini. Et donc j'en déduis que u de x, bon, à l'infini, je multiplie par un e puissance moins x3 sur 3, donc il faudra vraiment que je sois dans des espèces bizarroïdes pour que ça ne tende pas vers 0 à l'infini. Donc x est positif. Donc ça veut dire que u de x est égal à, j'intègre de x à plus l'infini. Je ne sais pas si je n'ai pas dit moins l'infini. Et donc, le moins par moins, ça devient plus, et je récupère e puissance x3 sur 3 moins mu x, de multiples erreurs de calcul près, fois l'intégrale de x à l'infini de f de y, e puissance moins y3 sur 3 plus mu y. Bon, alors déjà la première chose, c'est que vous voyez que dès que f, disons, est borné, ou si f est intégrable, déjà cette expression a un sens, parce que clairement, à moins d'avoir une croissance très violente, le e puissance moins y3 sur 3 étouffe tout ce que vous voulez. Donc l'intégrale évidemment converge, après vous multipliez par ça. Mais vous voyez bien que ce genre de cochonnerie donc je peux travailler dans L2 de 0 à l'infini et prendre pour mon x0, je prends 1, de sorte que k0 c'est à l'infini. En gardant toutes mes notations. Donc, j'ai quelque chose qui est un e puissance, et il faut donc vérifier que ce que je trouve est dans l'infini. Moins mu x, l'intégrale de x à l'infini, bah, c'est majoré si f est positif, et même je peux mettre des valeurs absolues, c'est un cas linéaire, c'est majoré par une certaine constante, a, fois 1, et donc je récupère ici e puissance moins y3 sur 3, plus mu y dy. Bon, et à quelques chouilles après, ça va se comporter comme e puissance moins x3 sur 3 divisé par x2. C'est toute cette intégrale. En fait, c'est x2 moins mu, mais c'est équivalent à x2, évidemment. OK. Et donc à l'infini. Hein. Ça, c'est l'intégrale. Et tout ceci est multiplié par e puissance x3 sur 3 moins mu x. Donc, je peux garder ici le plus mu x. Le e puissance x3 sur 3 moins mu x. Donc ça se vire. Et donc ceci à l'infini est inférieur à a sur x2. Donc c'est dans l'infini. J'avais juste besoin de dire que c'était dans l'infini. D'ailleurs, au passage, l'existence d'un x0 tel que ceci soit vrai, comme si on est dans l'infini, bah, x0 est dans l'infini, c'est juste dire que tx0 est dans l'infini, hein, dans ces cas-là. Ce que l'on vient de vérifier aisément. Donc on voit qu'en pratique, vérifier cette hypothèse, elle est évidente, mais que sur le lambda 1, il va falloir un peu réfléchir. Parce que ça, c'est un cas qui est quand même extrêmement agréable,
on est sur 0 à l'infini, on est dans L2, on aimerait avoir des fonctions propres qui tendent vers 0 à l'infini. Et c'est pas clair. Alors ce qu'on verra, et en fait c'était la motivation initiale dans une question que m'avaient posée Vincent Calves et Sylvie Méliard. Donc c'était en fait un opérateur comme ça sur R tout entier, mais avec ici un opérateur de convolution, moins un opérateur de convolution. C'est-à-dire c'est en fait un processus de saut. Et de rajouter un opérateur de saut qui n'est absolument pas compactifiant ou quoi que ce soit, ça va créer des fonctions propres. Donc en fait, l'obstruction aux fonctions propres, c'est que les résolvantes sont tellement bonnes que les fonctions propres sont rajoutées, sont parties à l'infini. La première valeur propre est partie à l'infini. De rajouter un terme de saut qui ralentit les choses, mélange un peu les choses, va créer une fonction propre. Donc le mécanisme, ce n'est pas du tout la régularité qui est en jeu, ce sont des mécanismes qui sont beaucoup plus proches de l'idée de mélange, comme ce qu'on a pu voir dans l'ergodicité. Donc bien entendu, quand il y a de la compacité, de la régularisation, etc., là, c'est parce que quand on a l'uniforme ellipticité, eh bien oui, on a l'ergodicité, tout est automatiquement mélangé dès qu'il y a un opérateur de diffusion. Donc il faut mélanger, et puis il faut veiller à l'infini, un peu comme dans l'ergodicité. Donc on commence à renifler des points de rencontre entre le cours que j'ai pu faire il y a quelques années sur l'ergodicité et puis ces questions de première fonction propre. On va y aller tranquillement, on va s'en rapprocher petit à petit. Mais je trouve cet exemple déjà un peu nous oblige à réfléchir. Je précise d'ailleurs que ce T est compact. Ce T est compact parce que si vous savez que moins UX plus X2 plus 1 U égale F dans L2, bien, vous multipliez par U, vous intégrez par partie les caractéristiques étant rentrantes, il n'y a pas de souci. Vous allez facilement en déduire que X2 plus 1 U au carré est fini. D'accord ? Bon. Alors, et vous en déduisez donc, en fait on peut faire mieux que ça, mais est-ce que le plus simple, c'est, je réfléchis encore à une démonstration plus simple. Ouais, pas grave. Donc de l'équation, on en déduit que c'est presque au carré, donc que UX carré divisé par X2 plus 1, j'y vais comme une brute, hein, on peut faire beaucoup mieux que ça pour analyser, est fini. Ce qui veut donc dire que l'intégrale de 0 à de UX carré est finie. En fait, quand je dis fini, c'est que si ça, on a une borne là-dessus, on a des bornes sur tous ces objets. Mais ça donne la compacité dans L2. Pourquoi ? On a la compacité dans L2 log grâce à cette borne sur la dérivée, et on a la compacité à l'infini, puisque les queues d'intégrale sont petites. Les normes L2 sont étroitement compactes, les carrés sont étroitement compacts parce que l'intégrale de U carré pour x plus grand que R de U carré est automatiquement inférieur à C0 sur 1 plus R2, donc ça ne compte pas uniformément, et sur 0R, on a la compacité. Donc, ce que je veux dire là, c'est que c'est un T qui est compact. Malgré le fait que le T soit compact, il n'y a pas de fonction propre. On n'est pas des opérateurs auto-adjoints, hein, c'est fortement pas auto-adjoint, oui. Mais par contre, le X0 que vous avez choisi, il n'est pas dans L2. Ah, mais ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ah, le X0, tu veux dire? Oui, bon, c'est vrai, mais si tu as un F... par exemple.
Le développement, tu as raison, stricto sensu, mais ça se passe toujours pareil, ça se passe toujours pareil parce que c'est toujours la primitive de ça. Ça sera x4. C'est toujours quand on dérive le x3 qu'on fait que l'on crée ça. C'est exponentiel, donc tout marche bien, mais voilà. Tu as raison. Donc, non seulement on sait résoudre la résolvante dans K0 sur 1 plus x2, mais on aurait pu travailler dans l'infini aussi, comme je vous l'ai montré, mais le x0 est borné, le tx0, il est borné localement, et à l'infini, il se comporte comme 1 sur x4, donc il est bien dans K0, c'est-à-dire qu'il est bien dominé par une constante fois x0. Mais autrement, tu as raison. Ce n'était pas dans l'infini de x0. Et en tout cas, la compacité aussi est vraie. Bon, mais en fait, on peut résoudre ces résolvantes pour des classes de fonctions qui tendent très vite à l'infini, mais moins vite quand même que les puissances x3 sur 3. Donc là, on a une dynamique qui est très très simple, c'est une dynamique déterministe, tout se translate à vitesse constante sur la droite, mais en même temps, on a un potentiel de confinement qui écrase énormément. On ne voit pas comment il peut y avoir un état stationnaire pour un truc comme ça. Et donc on voit bien que c'est la dynamique, ce n'est pas du tout la compacité. Et le fait que, oui, on revient jamais de l'infini. Une fois qu'on est parti, on est parti. Alors, donc ça, c'est vraiment des idées que l'on rencontre dans la théorie ergodique. C'est qu'il faut absolument, quand on est dans Rn, il faut descendre, il faut revenir de l'infini. Mais si vous voulez, les liens, alors qu'il s'agit toujours de premières fonctions propres, les gens qui font des EDP sont complètement omnibulés par le théorème de Krein-Rodman, qui est un très bon truc, parce que c'est la version en dimension infinie de Perron-Frobenius, mais ça n'explique pas. On a tout caché derrière la compacité, parce qu'on pense à des Laplaciens, on pense à des équations elliptiques, et du coup, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé pour créer une première fonction propre. Et c'est mon objectif, bien que j'ai commencé par quelque chose d'abstrait, c'est d'éliminer le plus possible la compacité. Et bon. Alors, la semaine dernière, je vous ai expliqué comment, pour des équations elliptiques, je vous ai expliqué que le cas qui était un peu gênant pour servir de Krein-Rodman, c'était le cas d'équations à forme divergence. Donc, je le rappelle, moins DI à IJ dJ U plus DI de bêta I U plus BI DI U plus CU. Donc, tout est dans l'infini. Et puis les A et J, tous les coefficients, mais pas mieux que l'infini. Et les A et J sont définis positifs. Il existe nu positif presque partout en X, A et J de X, xi, x et J, est supérieur à nu fois xi 2, quel que soit xi. Pas A et J, pas nécessairement symétrique. Bon. Et bien, le théorème de Krein-Rodman directement, je ne sais pas comment on peut l'appliquer. Le théorème pur. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver un intérieur de cône. Donc pour un intérieur de cône, et j'ai des conditions, je suis typiquement dans H1, c'est normal de penser, on est dans un domaine ouvert borné régulier.
Bon, alors si vous en avez envie, hein, vous rajoutez ici un h de x et de gradient u qui est homogène de degré 1. Ça ne coûte pas plus cher. Bon, c'est sûr qu'à cause de la non-linéarité, théorème de Krein-Rothman, ça ne marche pas. Bon. Mais c'est un peu un argument de mauvaise foi. Donc, c'est à la fois vrai, mais c'est aussi... donc, je reviens en arrière. Krein-Rothman, avec cette histoire d'intérieur de K non vide, ben c'est vraiment problématique, parce que si on a 0 au bord, ben les espaces LP, ça ne marche pas. Les fonctions continues, ça ne marche pas non plus. Les fonctions eulériennes, ça ne marche pas non plus. Donc il y a un vrai souci. Parce que donc, les fonctions continues, ça ne marche pas, parce qu'on peut uniformément, comme on est très près de 0, quand on prend une fonction positive qui est nulle au bord, eh bien, on peut créer près du bord une petite bosse négative, et en norme du sup, on ne paie pas beaucoup. Donc, il n'y a pas d'ouvert. C alpha, ce n'est pas raisonnable, parce qu'on s'attend, lorsque les coefficients sont réguliers, on s'attend à ce que la solution décolle du bord comme la distance au bord. Et donc, dire que si on est dans C alpha, qu'on est dans les histoires d'intérieur, ça voudrait dire qu'on va avoir des solutions qui devraient décoller au minimum comme racine carrée de D. Ça, c'est faux. Donc, ça n'a aucune chance de travailler dans C alpha. Donc, il faut commencer à dire qu'on est dans des fonctions lipschitziennes pour dire qu'elles décollent. Mais là, il y a un problème, c'est que si les coefficients ne sont pas réguliers, ben, la comparaison avec la distance au bord, ben, on ne la connaît pas. C'est un résultat de régularité. On sait dire qu'une sorte de dérivée normale généralisée est strictement positive. Ce n'est pas tout à fait la même chose que dire que c'est minoré par une constante fois la distance. C'est vrai si les coefficients ont un peu de régularité. Donc là, il y a un petit souci, ben, tel quel. Ce qui est quand même peu dit, ben on ne peut pas l'appliquer. Alors, ce n'est pas très compliqué de démontrer au moins l'existence. Alors, il y a le cas variationnel, auto-adjoint, pas de terme du premier ordre. Et il y a le cas, et puis il y a l'idée de faire une approximation. Je reviendrai sur les techniques d'approximation. On régularise, on peut travailler dans les fonctions lipschitziennes, et donc l'intérieur, c'est ce qui est compris entre une constante plus grand qu'une constante fois la distance au bord et plus petit, ça c'était ce que j'avais expliqué au premier cours, et plus petit qu'une constante fois la distance au bord, d'une certaine manière, c'est à la fois l'intérieur et c'est à la fois cette idée. Hein, c'est-à-dire, mon x0, c'est la distance au bord. Alors, mais c'est aussi l'intérieur du cône des fonctions positives dans les fonctions lipschitziennes qui s'annulent au bord. Bon. Alors, donc là, dans le cas régulier, c'est bon, on sait, on a une première valeur propre, fonction propre, on se débrouille pour dire que les valeurs propres sont dominées, et puis, parce qu'on a des équations elliptiques, on va avoir de la compacité et passer à la limite. Ça ne résout pas l'unicité. Bon. L'unicité, il faut la démontrer. Mais moi, je suis toujours un peu surpris quand les gens parlent de Krein-Rothman, etc., pour les équations elliptiques, que ça, c'est certainement écrit quelque part, sous la plus grande généralité d'une équation elliptique, mais il y a une vraie difficulté, notamment pour l'unicité. Donc, c'est peut-être écrit quelque part. Bon, on verra des résultats beaucoup plus généraux que ça. Donc, en tout cas, les équations elliptiques dans des domaines bornés, les conditions de Neumann, les conditions périodiques, les conditions de Robin, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas le zéro au bord. C'est le zéro au bord qui est le plus difficile. Et là, avec la technique du cas zéro, l'existence est triviale. Enfin, triviale, est automatique. On a un opérateur compact, on a la régularité. On remarque, on n'a pas besoin de l'ellipticité pour faire des trucs comme ça. Donc si on a un bord, ce que je vais raconter, un peu plus compliqué,
Mais vous voyez que des situations entre guillemets hypoelliptiques fonctionnent tout aussi bien. Un peu de l'hypoellipticité, parce que ça veut dire qu'on a des résolvantes qui sont compactes. Donc, et l'hypoellipticité régularise un peu, et donc ça crée la compacité. Bon, je n'ai pas envie de détailler ça, mais vous voyez qu'on est en train de... je suis un peu en train de dire des choses que je disais à l'époque sur l'ergodicité. Hein. C'est que on ne voit pas la différence entre elliptique et hypoelliptique à partir du moment où on a besoin de quoi? Principe du maximum. Principe du maximum fort. Le principe du maximum fort, hein, c'est en voie K-0 dans K-0. Le principe du maximum fort, là, je ne m'en suis pas trop servi. Parce que je n'ai pas l'unicité de la première fonction propre. Pour la première variante avec l'intérieur de K, le principe du maximum fort pour les opérateurs hypoelliptiques, c'est exactement ce qu'on avait regardé pour l'ergodicité. Hein. Si on regarde, c'est un truc qui remonte à Boni, on regarde les courbes intégrales, le problème de contrôle associé à l'opérateur. Hein. Le problème de contrôle, et il faut qu'on puisse, avec les contrôles impliqués par l'opérateur, c'est une histoire de support de diffusion, il faut qu'on, le théorème des supports pour la loi d'une diffusion, il faut qu'on puisse aller dans le domaine tout entier par les contrôles. Ça, c'est où il faut que le support de la diffusion, partant d'un point quelconque, soit le domaine tout entier. Et puis, une petite hypothèse de régularité. Bon. Tout ça, c'est entraîné par l'hypoellipticité. Donc, elliptique dégénérée, mais avec... qu'est-ce qu'il faut? C'est elliptique dégénérée. Il y a deux ingrédients. Et je n'ai pas du tout envie de détailler ça. Un principe du maximum fort qui est lié à la contrôlabilité, c'est confère le cours sur l'ergodicité. Et puis un peu de régularisation. Si on a des conditions de Dirichlet, c'est plus simple de dire que près du bord, c'est uniformément elliptique, ça évite tout plein d'emmerdements. Bon, ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je n'ai pas envie de généraliser cela. Je préfère passer à des problèmes dans RN. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous parler de techniques d'approximation pour aller dans RN. Ça, c'est un exemple. Hein. Régulariser les coefficients. Et un deuxième exemple, c'est d'aller vers Rn tout entier. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, dans un petit instant. Auparavant, je voudrais indiquer une méthode très générale pour l'unicité. L'approximation, premier point. Le deuxième point, c'est l'aspect variationnel dans Rn. Donc vous voyez que instantanément après avoir décrit l'unicité, on ira vers Rn. Et voir que l'approximation, c'est aussi une manière de créer des solutions approchées de la première fonction propre. C'est approché, au lieu que ça soit lambda tend vers lambda 1, c'est vraiment la variante où on a essentiellement la même équation, mais dans un domaine borné, au lieu que ça soit dans Rn. C'est une suite de pseudo-solutions. Variationnel, ça sera la même chose une fois qu'on aura. Donc on aura quand même cette moralité qu'on a toujours le cœur de l'affaire, c'est d'analyser des pseudo-solutions quand lambda tend vers lambda 1. Bon, donc ça on le verra rapidement, et puis après je regarderai les opérateurs,
je mélangerai un peu tout ça et j'étudierai opérateurs dans Rn. Donc ça, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Aujourd'hui, j'ai récapitulé la partie abstraite, mais avant de l'abandonner, une petite remarque, c'est que vous vous souvenez aussi, dans ce qu'on a vu, que dans le cas où t est linéaire, ce que l'on sait sur t se traduit, en supposant que k moins k génère l'espace tout entier, se traduit aussi par des choses sur t étoile. On a un cône dual qui est, quand on a des espaces fonctionnels, c'est toujours les choses positives. Le cône dual, son intérieur est en général toujours vide, et, parce que si on a pris un espace très fin pour avoir un intérieur non vide, ça veut dire que la dualité, on a un truc très grossier. Et très grossier, ce n'est pas compatible avec un intérieur de K non vide. Donc, on a un code, un opérateur qui automatiquement envoie K étoile dans K étoile. Eh bien, tout ce que l'on sait sur T se transpose à T étoile, même, alors que même les hypothèses ne sont pas vraies. Toutes les hypothèses que je fais là, disons compacité intérieur non vide, compacité, ça passe au dual, mais intérieur non vide, ça passe pas à l'adjoint, je veux dire, mais intérieur non vide, ça passe pas du tout. Donc, en fait, on peut se servir des hypothèses sur T linéaire. Dans le cas linéaire, ce n'est pas des hypothèses du résultat sur T, des résultats sur T pour les transférer à T étoile et avoir exactement les mêmes résultats. À ceci près qu'on n'a plus l'intérieur de K, c'est l'intérieur de K étoile. On a K étoile moins 0. Je ne refais pas le cours que j'ai fait, mais il y a néanmoins une petite modification sur la simplicité de la fonction propre duale. Et il y a une hypothèse qui vient assez naturellement, c'est que si on a un xi qui est dans K étoile moins 0, et un x qui est dans l'intérieur de K, donc c'est de supposer que l'action de xi sur x est strictement positive. Donc ça permet d'avoir l'unicité de la fonction propre adjointe. Bon, typiquement, lorsque vous avez des opérateurs, si on pensait ergodicité, d'un côté, on a l'analogue des constantes, qui sont la première fonction propre, et du côté dual, c'est la mesure invariante. Bon. Alors, l'unicité de la mesure invariante est vraie si, dès qu'on prend une mesure qu'on a fait agir sur une fonction continue strictement positive, une mesure positive non nulle, oui, cette intégration est strictement positive, si la fonction continue est strictement positive. Donc, l'unicité, il y a un cadre un peu abstrait là-dessus. Donc, ça, c'était mon dernier cours, mon avant-dernier cours. Mon dernier cours, je ne sais plus. Bref. Donc ça, c'était la partie abstraite, mais on voit que lorsque l'intérieur de K est vide, pour l'instant, on n'est quand même pas très bien barré pour l'unicité. Dans ce cas-là, on s'en tirait pour l'unicité, mais bon, on a indiqué comment s'en tirer, mais on aimerait quand même avoir une idée un peu générale. Bon. Alors, ce que je vais vous raconter, on pourrait le rendre abstrait, mais c'est vraiment dégueulasse. Donc, rendre les choses abstraites pour le plaisir, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, ce qui est clair, c'est que lorsqu'on sera dans Rn et qu'on s'intéressera à des trucs qui tendent vers 0,
Enfin, moi, je veux autant que possible travailler dans des espaces comme L1, L2, LP, et pas être obligé d'avoir des contorsions d'espaces bizarroïdes, etc. Donc, en ce sens-là, le cas 0 sera très pratique. Mais le cœur de l'affaire, c'est d'être sûr que les pseudo-fonctions propres, ou presque fonctions propres, convergent vers une fonction propre. Ça, c'est pour l'existence. C'est ça la vraie difficulté, donc peu importe le fourbi technique qu'on utilise. Ensuite, il y a une deuxième vraie difficulté qui est l'unicité. Alors, l'unicité de la première fonction propre dans les cas variationnels. Donc, de quoi s'agit-il? On a un opérateur intégro-différentiel, un opérateur elliptique, peu importe ce que c'est, et vous écrivez AU égale lambda 1 U, U strictement positif. Je ne me préoccupe pas des conditions aux limites, sont les mêmes pour I et pour V. AV égale lambda 1 V. Le même argument permet de montrer l'unicité, mais remarquez que si vous savez que vous avez A étoile phi égale lambda 1 phi et AU égale lambda U, avec U positif, phi positif différent de 0, pour respecter le fait que c'est plus difficile d'avoir... Bon, dans le cas de cette équation elliptique, l'opérateur adjoint, il a exactement la même structure, à part que AIJ est transformé en AJI, pas nécessairement symétrique, et que bêta I devient moins BI, BI devient moins bêta I, et puis voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai inclus ces deux termes-là, c'est que du coup l'adjoint il est exactement le même. Enfin, il n'est pas égal, mais il a exactement la même structure. Donc, vous multipliez U par phi, vous avez lambda U phi. Qui est égal à lambda 1 phi U. Voilà, donc si phi U est strictement positif, lambda est égal à lambda 1. Donc ça, c'est une manière, mais on avait, lorsque l'intérieur de K était non vide, on avait vu qu'on pouvait aussi directement démontrer qu'il y avait un seul lambda. Mais dès qu'on peut manipuler un adjoint, vous voyez que l'unicité du lambda 1 devient triviale. C'était pour ça que j'ai indiqué cette hypothèse de XIX, mais il y a une autre manière dont ça joue pour la simplicité, mais ça c'est autre chose. Bon. Donc, ce qui est facile, c'est de dire si on a des solutions positives, des deux fonctions propositives, c'est le même lambda 1. En général, si on peut parler de l'équation duale, c'est aussi le lambda 1 du dual. Ce qui est moins clair, c'est pourquoi U est un multiple de V. C'est ça l'unicité. Alors, dans les méthodes variationnelles, pensez à moins laplacien, on est à H1,0. Le lambda 1, il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par la minimisation de l'intégrale, c'est la constante de Poincaré. C'est la minimisation de l'intégrale de gradient U carré sur l'intégrale de oméga égale à 1. C'est ça le lambda 1. Donc je prends cet exemple trivial pour qu'on voit la technique, dans le cas variationnel, la technique d'unicité. Donc, évidemment, mon U et mon V ici, ça je devrais l'appliquer, je vais l'appeler W. Donc, unicité UV de minima. Ce n'est pas exactement la même question, mais comme c'est un truc quadratique, si vous avez une fonction propre associée à cet opérateur qui est auto-adjoint, c'est automatiquement un minimum. C'est une forme quadratique positive, donc là, il n'y a pas de souci.
Donc on a deux minima. Là, on ne les avait pas normalisés. Oui, d'ailleurs, une autre chose que je voulais dire, une autre remarque générale dont je vais parler également, c'est que lorsque vous avez AU égale lambda 1U et que vous savez qu'il existe, donc il existe U1 première fonction propre. Bien, si AU est égal à lambda 1U, ça entraîne que U est égal à une constante fois U1. Cette constante peut être négative. Donc les solutions sont de signe constant. Bon, ça, je n'insiste pas, j'ai déjà indiqué des choses comme ceci. Quand vous pouvez tout comparer, c'est une conséquence de l'autre, hein, parce que U plus une constante, une immense constante fois U1 est toujours solution de ceci, et elle est positive. Et donc, c'est, d'après ce résultat, pour les fonctions positives, est un multiple de l'autre. Donc, il suffit de dire U plus K fois U1 est égal à C0 U1, d'après si on s'est levé cette question. Donc, en fait, ça entraîne des choses plus générales. Tout ça pour dire qu'on se contente de fonctions propres positives en lambda 1, et c'est facile de vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Et je reviens au cas variationnel. On a deux minima. Une fois qu'elles sont... évidemment, je peux les normaliser pour dire qu'elles sont proportionnelles. Je peux normaliser les deux solutions pour être de norme 1, et auquel cas, c'est deux minima. Bien. Donc ça, les deux problèmes sont équivalents. Et là, deux minima strictement positifs. Il y a des arguments pour démontrer que tout minimum est strictement positif, mais ça revient essentiellement à dire que toute solution est strictement positive. Donc, deux minimums strictement positifs. Bien. Et je vais obtenir une contradiction. Je veux, en fait, démontrer, pardonnez-moi, je fatigue, que U est égal à V, presque partout. Comme on les a normalisées, elles sont de norme 1, elles doivent être égales. Alors, depuis très longtemps, on connaît l'astuce qui consiste à poser W égale max de UV. Et l'opération max de UV, c'est une opération qui est homogène de degré 1, d'accord? Et c'est une opération qui est concave en U et V. Bon, j'y reviendrai. Pour l'instant, j'applique bêtement cette vieille idée. Bien entendu, l'intégrale de gradient W carré, ouais. Je ne me souviens plus du tout comment ça marche ce truc-là. C'est l'intégrale du gradient U carré pour U plus grand que V, plus l'intégrale de gradient V carré pour U plus petit que V. Et bien là où U est égal à V, gradient U est égal à gradient V presque partout. Bien. Ceci est supérieur ou égal, par définition, à lambda 1 U2, là où U est supérieur ou égal à V, plus V2, là où U est strictement plus petit que V. Je dis simplement que c'est le minimum, et par homogénéité, on a cette inégalité. Bon. Alors, honnêtement, je ne me souviens plus du tout comment on fait la démonstration, mais j'écris l'équation et je multiplie l'équation par U sub V, et donc je sais que gradient U carré plus gradient U gradient V
là où U est supérieur ou égal à V, et là où U est inférieur ou égal à V, j'ai multiplié par V, est égal à lambda 1, U carré, là où U est supérieur à V, plus UV, là où U est inférieur à V. Et puis l'intégrale, le gradient V carré, là où U est inférieur à V, plus l'intégrale de gradient U, gradient V, là où U est supérieur ou égal à V, est égal à lambda 1 fois intégrale de V2. J'ai aucune idée de où je vais, hein, je vous rassure. Où U est plus petit que V, plus lambda 1 de l'intégrale de U2, mais a priori, ça doit être là, toute l'information doit être là. Et voilà. Bon. Alors, que dire sur ce bazar-là? Donc, si je additionne ces deux trucs, je récupère les deux morceaux qui sont là. Là, je récupère les deux morceaux qui sont là. Et qu'est-ce que je récupère? Je récupère intégrale de gradient UV égale lambda 1 fois intégrale de UV, ce qui est vrai et qui est une trivialité. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des égalités partout. D'accord? Il y a des égalités partout. Hein, quand vous comparez à ceci, et en se servant du fait qu'intégrale de gradient UV est égal à lambda intégrale de UV, eh bien, ça plus ça est égal à ça plus ça, donc ça se vire, et le reste, c'est la comparaison qui est là-bas, mais avec une égalité. OK? Donc, ça veut dire que W égale max de UV est aussi une solution, une fonction propre. Bon. Alors. Ouais. Donc on fait le bilan d'énergie. J'essaie d'avoir un argument simple, ce qui me pose un petit problème. Je sais comment conclure, mais c'est long et difficile. Variationnellement, est-ce que du fait que le max soit une première fonction propre, ouais, donc ça c'est vraiment horrible. Donc, soit, et je n'ai pas envie de le faire maintenant, on fait à nouveau un bilan énergétique plus fin en faisant ceci, soit on dit que moins laplacien de max de UV est toujours inférieur ou égal à max de moins laplacien U moins laplacien V. Inégalité dite de Kato. En fait, cette inégalité de Kato, c'est la concavité de l'opération max. Enfin, concavité ou convexité. Oui, d'ailleurs, c'était le min qui est mieux, mais enfin, bon, peu importe. Trop tard. C'est inférieur au max. Ça, c'est lambda 1 U, lambda 1 V. Et donc, ça, c'est lambda 1 max de UV. Bien. Et donc, dire que c'est une fonction propre, ça veut dire qu'on a une égalité ici. Bon, ben, si on a une égalité, il faut travailler un petit peu plus,
Mais si on a une égalité ici, ça veut essentiellement dire que max de UV, donc égalité, et max de UV et UV. Bon, alors il y a plein d'emmerdements, mais il y a un argument plus simple que j'ai oublié. Très honnêtement, je crois que c'est le bilan énergétique, il me semble voir, mais je ne vais pas me lancer là-dedans parce que je m'en fous, c'est quand même pas ça que je veux faire. Il y a beaucoup mieux que le max. Eh bien, que dire d'autre? C'est simplement l'idée que là où U et V se rencontrent, il va y avoir un saut dans le Laplacien et ce saut a un signe, mais il ne peut pas être nul. Alors donc, ou alors il faut que chaque fois que U et V se rencontrent, c'est avec la même pente. Mais là, on a il y a un autre argument lié au principe du maximum fort. Bon, bref. Donc là, je n'en dis pas plus, j'en ai marre de ça, surtout qu'on va voir une bien meilleure démonstration. Mais fondamentalement, qu'on prenne le max ou en fait le min de U et V, puisque l'argument que je viens de faire marcherait aussi bien avec le min qu'avec le max, eh bien, c'est une fonction qui est convexe, qui s'annule dès que l'un des trucs est nul, qui envoie 0 l'infini, croix 0 l'infini dans 0 l'infini, qui s'annule sur les bords. Donc là, f vaut 0, f vaut 0. F est positivement homogène de degré 1. Et min de UV, c'est une fonction qui est concave. De U et V. Bon. La min de UV, quand on fait le Laplacien, vous voyez que la différence entre le Laplacien du max et le max du Laplacien, ça vous donne un signe, mais ce signe, il est localisé, ça vous donne une quantité signée, mais qui est localisé à l'endroit où U est égal à V, c'est-à-dire là où le max bascule de U à V. Donc il est très localisé, et donc c'est une information faible. Donc le max, c'est pas bon. Autant essayer d'avoir une fonction concave positivement homogène de degré 1, mais qui soit concave partout. Tandis que là, la concavité, on la sent que lorsque U est égal à V. D'un côté, c'est linéaire, de l'autre côté, c'est linéaire. Ce n'est pas concave. Donc, si je veux vraiment avoir quelque chose qui mesure la différence entre U et V, il faut que je prenne une autre fonction. Bon, il se trouve qu'effectivement, il y en a une autre. C'est racine de UV. Racine de UV est un choix qui, lui, ne va pas être variationnel, va marcher dans tous les cas. Et ça, c'est une astuce, c'est une idée, c'est plus qu'une astuce, c'est une idée extrêmement générale. Alors, on peut se dire, OK, mais il faut aller le chercher, racine carrée de UV. Oui, il faut aller le chercher, et j'avoue que je n'ai jamais compris comment Luc Tartar était tombé sur cette idée. Parce que moi, quand on me l'a montré, je dis oui, parce que la transformation de Kohl-Hopf transforme. Donc, il faut penser en termes de log. Log de racine de UV égale 1,5 de log de U plus 1,5 de log de V. Et donc, on est en train de faire une opération convexe de barycentre dans l'espace des logs de solution. Et les logs de solution, ce sont des équations du style moins Laplacien plus moins Laplacien phi plus gradient phi carré. Qui sont des équations qui sont avec une non-linéarité convexe.
Donc voilà pourquoi ça marche. On fait une opération convexe pour une équation qui a une non-linéarité convexe. Donc on s'attend à ce que les choses se passent bien. Donc Luc, je me souviens, Luc me raconte le racine carrée, je lui dis oui, bien sûr, c'est à cause du log, ça ne peut que marcher, à cause de la transformation de Cohn-Hopf et de la convexité de l'autre truc. Il m'a regardé avec des yeux ronds, alors que moi je regardais avec des yeux ronds comment il était tombé sur le racine carrée de UV. Hein. Et je ne sais toujours pas. Bon, ça c'était Luc Tartare. Hein. Enfin, il est vivant, mais il fait plus de maths. Mais il est capable de te sortir des trucs. Mais surtout, on ne sait pas, d'une sorte d'intuition. Bon, quelqu'un de tout à fait hors du commun. Alors, tout ça c'est bien beau. Là, vous commencez à vous dire que, ouais, c'est le racine carrée de UV, c'est peut-être pas déconnant. On va quand même le vérifier. Alors, je vais le faire pour le moins laplacien, c'est-à-dire le cas variationnel. Je ne me suis jamais demandé, mais je pense que dans le cas variationnel, ça doit être, ça doit aussi rendre la démonstration triviale. On va tester, hein, après tout, c'est bien, j'improvise. Racine de UV, sinon je referai le calcul la semaine prochaine pour un laplacien, je commence à fatiguer. Mais regardons le cas variationnel. Donc si je prends W égale racine de UV, parce que tout à coup je me dis, ça doit être bien meilleur ça. Ça fait 1/2 de gradient U racine de V sur U. Ça, c'est la première partie du gradient W. Oui, c'est 1/2. Plus 1/2 de gradient V racine de U sur V. Le tout au carré. Ça, c'est l'énergie de gradient W carré. Et par hypothèse, je dis ça c'est supérieur à l'intégrale lambda 1 fois intégrale de UV, hein, c'est supérieur ou égal fois lambda 1 intégrale de UV, c'est W carré, c'est la définition de lambda 1, et lambda 1 fois intégrale de UV, c'est l'intégrale de gradient U gradient V. Je fais passer le gradient U gradient V de l'autre côté. Vous voyez que le double produit qui est ici, le 1/2, il est avant le carré. Le double produit qui est ici, oui, affecté de quel poids? D'un poids qui est 1/2. Le double produit, c'est gradient U, gradient V. Donc lorsque vous faites passer le gradient U, gradient V de l'autre côté, la seule chose que vous faites, c'est dire moins ici. Donc ça marche hyper bien. Et là, je suis perdu dans les signes, hein, parce que là, je dis ça c'est positif, oui, la belle affaire, effectivement, c'est positif. Hein? Pardon? À droite, il reste 1/2 de l'intégrale de... Non, c'est il m'en faut un entier pour passer du 1,5 à moins 1,5. Oh, ce matin, ça va pas. Hein, non, parce que j'étais sûr, et c'est le calcul qu'on verra, j'étais sûr que ce à quoi on allait aboutir, c'était égal à 0. Hein, ça, déjà. Et à ce moment-là, on en déduit facilement que U est un multiple de V. Donc je ne sais plus exactement comment je sors ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qu'on va démontrer, c'est que moins laplacien... Ah oui, je sais, d'accord. En tout cas, on voit que sur l'énergie, ça se passe bien. Moins laplacien de racine de UV, comme c'est une fonction concave et qu'on dérive 2 fois, ça va vous donner, a priori, supérieur à la dérivée de la fonction concave, c'est-à-dire 1/2 de racine de V sur U moins laplacien U, plus 1/2 de racine de U sur V moins laplacien V. Il n'y a pas de problème pour faire ces calculs, U et V sont strictement positifs. Bon. Ça, c'est la concavité.
Et donc, comme on a la concavité stricte, on a la concavité stricte si U n'est pas un multiple de V. Ce terme-là, on le calculera la semaine prochaine, mais il va être strictement positif si U n'est pas un multiple de V. Bon, on le verra explicitement la semaine prochaine. Puisque le long des droites, c'est linéaire, mais partout ailleurs, c'est strictement concave. Mais surtout, on veut voir ce qui se passe ici. Égale lambda 1U, égale lambda 1V. Vous voyez ce qui se passe. Tout ceci, ça fait lambda 1W. Et là, vous voyez la réflexion que je faisais, c'est que si vous pensez en termes de log, on a fait une combinaison convexe sur une équation convexe. Du coup, c'est une sursolution. Donc, Luc a expliqué ce calcul comme miraculeux. Bon, maintenant, on va faire ce calcul-là. Mais une sursolution, lorsqu'on a une première fonction propre, ça entraîne égal lambda 1W. C'est pour ça, variationnellement, ça doit marcher, mais je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. Ça ne peut pas être supérieur ou égal, parce que vous multipliez par U, vous en déduisez que gradient U, gradient, si c'est égal à lambda 1W plus un petit f, qui est positif ou nul, une mesure ou une distribution positive ou nulle, vous avez gradient U, gradient W, qui est égal à lambda 1 fois intégrale de UW plus FU, avec F positif ou nul. Et gradient U, gradient W, ça c'est égal, donc ça entraîne que l'intégrale de FU est égale à 0. U est strictement positif, F est positif ou nul, donc F égale à 0. Voilà, donc le terme de concavité stricte, il doit être nul. Là, c'est la stratégie de démonstration. On prend une fonction qui est bien... Quand on veut mesurer l'unicité à une constante près, on ne peut pas avoir manipulé des fonctions convexes ou concaves partout à cause justement du fait que ce soit l'unicité à une constante multiplicative près. Mais en dehors de ces droites, il faut que dans l'autre direction, la fonction de deux variables ait une dérivée seconde strictement positive. Ce qui n'est pas le cas du max. Donc le max ne marche pas bien, ça marche impeccable. Ça marche impeccable, et en fait, vous voyez que le truc qui est important, c'est vraiment qu'il y ait une interprétation d'équations concaves derrière. Ce n'est pas du tout, ou d'équations convexes derrière. Parce que là, on va faire le calcul la semaine prochaine, ça paraîtra un peu comme miraculeux, mais c'est très simple. Donc, quoi qu'il en soit, W égale racine de UV, on s'attend à ce que ça nous dise tout de suite, et on finira ce calcul, que U est aussi solution, et donc calcul à venir, pour montrer que le fait que ce soit solution entraîne que U égale C0V. Bon. Donc, ça sera une méthode absolument générale qui permettra de conclure très facilement sur l'unicité. Et en fait, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra qu'on ait cette propriété que je qualifie de log concavité. Deuxième propriété, il faudra qu'on ait une fonction propre duale positive. Parce que là, quand on fait moins laplacien, dès qu'on a une solution de AU égale lambda 1U, et comme A est auto-adjoint, c'est aussi une fonction propre du problème dual. Dans le cas général, les deux ingrédients, ça sera effectivement l'astuce de racine de UV, et puis le fait que l'on puisse utiliser l'équation duale. Au passage, dans les équations elliptiques que je regardais comme ça, comme l'équation duale a la même structure, on sait qu'il y a une fonction propre, et donc cette astuce prouvera tout de suite l'unicité dès que j'aurai fini mon petit calcul. Bon, il est temps d'arrêter, je suis vraiment trop fatigué aujourd'hui. Bon, merci Bernard, je te libère.